Parfois dans le monde du canyoning et de la montagne en général, c'est difficile de choisir son matériel parce qu'on veut ce qu'il y a de plus efficace et de plus safe, mais on n'a pas forcément les moyens d'acheter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais vous faire un guide complet du matériel que j'utilise personnellement en canyon, dans les canyons débutants et dans les courses un peu plus engagées. Pour commencer, on va parler baudrier. Moi, j'ai commencé avec un baudrier classique. Je vais vous mettre le lien, je vous mettrai une petite photo. Mais bon, après, on va rapidement sur quelque chose de plus confortable. Donc ici, avec deux sangles au niveau du dos pour que ce soit un peu plus confort, bien qu'on ne soit pas non plus, sauf dans les grandes verticales, longtemps en suspension. Mais quelqu'un qui habite à La Réunion, par exemple, il va, avec des grandes verticales, il va préférer un baudrier qui soit bien plus confortable, parce qu'il y a des chances qu'il passe beaucoup plus de temps dedans. Les canyons qu'on fait, la plupart du temps, on est souvent actif, et donc on reste moins longtemps en suspension au baudrier, comme pourrait être un cordiste ou un truc comme ça. Il faut penser aussi qu'on va avoir la combinaison et donc du coup on va avoir le matelassage du néoprène dans le dos, ce qui va grandement améliorer le confort du baudrier. Il y a des fonctionnalités qui sont assez uniques sur celui-là. Déjà, il y a le fusible. Bon, personnellement, je n'utilise pas trop parce que j'aime pas avoir le 8 aussi déporté du ponté. Je préfère l'avoir plus près du corps. Mais dans l'idée, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. En fait, de base, c'est fait pour mettre le descendeur directement sur le fusible. Et si jamais on se coince ou qu'on a un souci avec le descendeur, on peut couper le fusible directement. Voilà. Au lieu de couper le ponté et du coup d'avoir un baudrier mort. Moi je l'utilise pas, ou alors dans certains cas ça peut être intéressant, par exemple pour venir se longer court. Il y a certains cas de figure où je l'utilise, mais dans la vie de tous les jours c'est assez rare. Mais bon, il est là. Une autre fonctionnalité hyper intéressante, mais que j'ai pas ici, je vais essayer de trouver un maillon pour vous montrer. En fait, cet emplacement ici, il est fait pour mettre un maillon. Voilà, donc pour le crawl, en fait, on peut le monter comme ça, en mettant un maillon ici, un maillon rapide. Bon, ça nous fait un deuxième point d'accroche et on peut ranger son crawl ici et passer en mode remontée. Voilà. Passer en mode remontée avec un élastique. C'est le mieux, c'est d'avoir un petit élastique qu'on vient passer autour de la tête qui est repris dans le crawl. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais au DE. Je le fais plus parce que en fait le crawl du coup il est là et il ne servira qu'en cas de remontée sur corde. Donc s'il y a un pépin, s'il y a un secours ou quoi. Et donc en fait j'aimais pouvoir avoir quelque chose à mon baudrier que je puisse me servir plus souvent plutôt que d'avoir quelque chose qui était là et que j'utilisais jamais. Un des critères majeurs, c'est vraiment la quantité de porte-matériel qu'il y a. Ils n'ont jamais cassé parce qu'on voit qu'à l'intérieur il y a une petite sangle en plus, c'est pas juste du plastique, il y a une petite ficelle à l'intérieur en plus. Et on peut rajouter pas mal de choses. Voilà, les œillets là, je mets soit des maillons, soit à la dégaine en travers. C'est vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de stockage possible. On peut même s'en fabriquer d'autres. Voilà, il y en a encore là. Celui-là, j'utilise pour mettre un petit mousqueton et clipper mon descendeur. Et un autre point important, c'est que les couches, elles sont interchangeables. Vous pouvez racheter que la couche. Ça fait des années que je l'ai et je change les couches tous les 2 ans en général. Voilà, la pièce coûte vraiment pas cher parce que c'est un baudrier qui coûte quand même cher à l'achat au début. Donc pouvoir changer que les pièces d'usure, c'est vraiment un plus. Ensuite, on passe sur les descendeurs. Personnellement, je n'utilise pas de descendeur à griffe. C'est questionnable comme choix, mais je trouve ça... Je suis content de mon double 8. J'ai aussi un 8, mais c'est pour l'équipement. Au début, hein, vous pouvez très bien commencer avec un 8. C'est vraiment ce qu'il y a de hyper polyvalent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus complet en termes de descendeur de base. Ça coûte pas cher. Si vous le perdez, ben, c'est pas grave. Moi, je suis passé sur le double 8 maintenant parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour les clés d'arrêt et surtout pour l'encadrement avec la technique en joker. Bon, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. J'en profite tant qu'on parle des descendeurs pour vous expliquer pourquoi j'utilise pas de descendeur à griffe. Il y a un risque en fait que parfois en encadrement, lorsque on fait sauter les clients, qu'il y ait une longe ou quelque chose qui vienne s'attraper dans la griffe du descendeur. Et c'est déjà arrivé hein, que du coup pendant un saut, on se fasse embarquer avec la personne qui essaye de sauter. Voilà, c'est notamment connu sur le Oka.
Mais ça reste de très bons outils, hein, surtout sur des canyons verticaux où il y a plein de modulations de freinage en cours de descente. C'est vraiment bien pour ça. Bon, le Hoka, l'alliage s'abîme assez vite. L'ATKD, lui, il a été révélé comme étant le meilleur débrayable. En fait, c'est celui qui a le moins de taux de glissement. Là, sur la photo, on voit bien, il faut faire attention, il faut prendre un mousqueton qui ne peut pas tourner, hein. Donc voilà, les descendeurs à griffes, perso, je n'en utilise pas. Vous voyez qu'il y en a plein, hein. Il y en a vraiment, on va regarder là pour les curieux. Il y a des descendeurs vraiment loufoques, hein. Il y a vraiment inventé un peu tout et n'importe quoi. Perso, le double 8, je trouve ça hyper simple d'utilisation et ça me permet voilà, plein de choses. Le descendeur à griffe, du coup, je suis pas contre, mais voilà, à utiliser en connaissance de cause. Ensuite, des mousquetons. J'ai tendance à aimer les petits mousquetons, mais il faut absolument un mousqueton de type HMS, comme celui-là ou comme celui-là. C'est vraiment primordial pour faire le demi-cabestan en nœud d'arrêt. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a vraiment plein de types de mousquetons différents. Ceux-ci, ils ont tendance à s'ouvrir plus facilement parce que si jamais ils tirent dans cet axe-là, il y a un gros levier et donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont moins résistants. Mais en fait, ils ont la particularité de pouvoir accueillir un demi-cabestan et que le nœud puisse tourner. Donc ça, c'est vraiment primordial pour nous en canyon. Donc il vous faut un mousqueton HMS pour du coup votre demi-cabestan, clé de mule, nœud d'arrêt. Et ensuite, des petits mousquetons. Ça, c'est vraiment en fonction du parcours. Si vous avez un parcours où il y a beaucoup de mains courantes, on va en prendre plus que ça parce que ça consomme une quantité de mousquetons énorme. Moi, j'aime bien en avoir au moins 2 avec moi. J'ai ceux du SAR aussi en plus, des fois que j'utilise quand je suis vraiment dans le besoin. Et voilà, ils sont petits donc ils prennent pas de place. Savoir que les petits comme ça, la corde ne peut pas venir ici, elle va forcément glisser au fond et donc ça va toujours travailler dans l'axe, donc c'est là où il y a le plus de force. Donc ensuite j'ai un bloqueur de points. Là j'ai racheté un crawl et en fait ça me suffit largement. Le basique c'est quand même mieux pour la prise en main, mais bon, je me débrouille bien avec le crawl. Ça c'est primordial, il faut avoir au moins 2 bloqueurs avec vous tout le temps pour remonter sur corde, même s'il y a d'autres moyens, je sais, avec les 8 à l'italienne et ainsi de suite. Mais 2 bloqueurs, c'est vraiment primordial. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire les moules boucles en encadrement. Et pour me placer, voilà, je les au baudrier directement. Je sais qu'il y en a qui les mettent sur la longe. Sur la longe, ça a tendance des fois à tomber ou quoi, et c'est pas safe. Moi je le mets vraiment comme ça sur le baudrier et puis je peux le mettre sur la corde où je veux. C'est beaucoup plus rapide et maniable, on va dire, quand je dois dégainer le bloqueur. Je l'ai direct. Avant de passer au matériel de secours, je vous montre aussi la dégaine. Alors la dégaine c'est pareil, je m'en sers pas forcément hyper souvent. Je m'en sers beaucoup avec le double 8 pour le montage en joker. C'est bien pour verrouiller son 8 en butée, tout ça. Donc voilà, une petite dégaine à vis. Ça coûte assez cher malgré tout, hein, parce que 2 mousquetons à vis comme ça coûte cher. Pas besoin de mettre des HMS. J'ai vu pas mal de gars utiliser les sangles tubulaires. C'est vraiment pas mal. Moi, je l'ai depuis des années, donc elle est restée comme ça. Et je pense qu'avec les petites sangles tubulaires et des mousquetons un peu plus petits, c'est vraiment bien. C'est vrai que si la sangle était un peu plus longue, des fois pour relier des points qui sont un peu plus loin, ça m'arrangerait bien. Donc à optimiser. Ensuite, on passe au fameux SAR. Un bout de corde dynamique, une petite plaquette Kong pour que ce soit réglable, ça c'est vraiment bien. Ça peut servir à la fois pour faire une grande longe et aller prendre de l'information quand on ne voit pas forcément ce qu'il y a en bas de la cascade, voir s'il y a un frottement, voir son coéquipier en train de descendre aussi. Faire un nœud de ce côté-là, ça permet de pouvoir venir clipper un autre mousqueton, c'est important. Le mousqueton il puisse tourner dans certaines configurations. On est bien content d'avoir, c'est un détail, hein, mais on est bien content d'avoir cette petite ganse ici. Et pour finir, le matériel de secours que j'utilise, bon, c'est assez succinct, hein, c'est le matériel que je vous présente là, c'est ce que j'ai l'été en canyon avec les clients, donc il y a peu de chances qu'il y ait des secours, mais bon, ça arrive.
j'ai une pédale. Voilà. C'est plus confortable. Je pourrais me débrouiller avec mon SAR, mais avoir une pédale, c'est quand même pas mal. Il faut penser aussi que des fois, on se dit, bon, ben voilà, je le ferai avec le SAR au cas où. Et en fait, notre SAR, il est en tant que station d'accueil au relais. Nous, on est dans la verticale. Ah, il me faut mon SAR, il est là-haut. Voilà, on est battu. Donc, des fois, prendre le minimum d'équipement, c'est bien. Mais si on prend trop peu, en fait, on se retrouve battu avec pas le matériel au moment où il faut. Donc, une pédale, ça coûte rien. Vous l'avez, on ne s'en sert jamais, hein, mais s'il faut, elle est là. Et la poulie track, un outil qui peut vous sauver dans certains cas. Ça sert autant de bloqueur sur corde comme pour remonter ou pour remonter une victime. Donc primordial d'avoir ça et de réviser ses manip de secours surtout. Je voulais aussi vous présenter les cordes et les sacs que j'utilise, mais j'ai pas tout ici. J'ai la plupart du matériel qui est resté dans les Pyrénées, donc je vais voir dans le garage et puis on se retrouve juste après. Pour les cordes, j'ai plusieurs choses que je voulais vous présenter. Personnellement, pour moi, la meilleure corde du marché, ça reste la Dana en 9. Voilà. Moi, je préfère utiliser les cordes fines, c'est à vous de voir. Mais honnêtement, en 9, celle-ci, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Je les ai achetées en 2015, donc là, elles sont réformées cette année. Mais honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, elles ont fini par toncher, bien sûr, mais j'ai fait toute la formation avec, j'ai fait plusieurs saisons avec et c'est nickel. Je trouve ça hyper agréable à utiliser. Ça a tendance à câbler un peu, à devenir très rigide, mais une fois dans le haut, ça redevient assez souple. Donc pour moi, meilleure corde du marché actuellement. C'est pas les moins chers, donc voilà. Mais pour moi, ça vaut le coup si vous avez un peu le budget. Et sinon, j'utilise beaucoup la Spelenium en 8,5, donc comme vous pouvez voir. Ça tonche par contre, il faut faire attention, c'est fin en plus, donc il faut vraiment faire attention. Mais ça a l'avantage, moi je prends souvent les grandes longueurs en Spelenium pour pouvoir remporter une 80 mètres sans que ce soit sur lourd. Voilà, faire attention, par contre il faut mettre du frein, mettre le vertaco, mettre beaucoup de frein. Je voulais qu'on parle un peu de la push. Pour moi, c'est pas top du tout. Celle-là, c'est celle de Yo en 10. C'est immense. C'est hyper lourd une fois que c'est mouillé et tout. Voilà, je trouve que c'est une corde qui est très agréable à utiliser. On peut pas leur enlever ça. Mais les cordes Petzl, dans l'ensemble, c'est quand même très fragile. C'est du consommable vraiment à une vitesse voilà, très très rapide. Donc, je vous déconseille la push. Sauf si vraiment vous n'avez pas de sous et que vous faites très attention à vos cordes. Mais bon, pour moi, c'est quelque chose qui va toncher, qui va se couper très rapidement. Donc, pas la peine. Je vais parler des combinaisons aussi. Alors, ça, c'est les combis clients que j'utilise, les Guara. J'en suis assez content. En plus, l'atelier de réparation est de chez moi. Du coup, j'utilise ça pour les clients. Donc il y a les renforts au niveau des coudes, des fesses et des genoux surtout. Voilà. Bon, ici à Annecy, c'est surtout les coudes qui ramassent. Et bon, ça, les clients, ils y font pas attention, mais personnellement, votre combinaison, vous allez en prendre soin, vous allez y faire gaffe. Donc pour moi, les renforts, c'est un peu moins important. Ça reste vraiment du consommable, les combinaisons, donc ne mettez pas, comme j'ai pu le faire, 400 € dans une combinaison Vadé Rétro au début. Prenez, moi c'est ce que je fais maintenant, j'achète des combis de surf sur Vinted, comme celle-ci. Donc il n'y a pas de renfort au genou, bon ça c'est l'intérieur, mais il y a un petit renfort, vous allez voir. Mais les renforts, ils sont vraiment pas aussi costauds que les combinaisons dédiées au canyon, mais bon, de toute façon c'est des combis qui vont pas durer longtemps, sauf si vraiment vous faites bien attention. Vous pouvez aussi vous les renforcer vous-même avec du polyglute, tout ça. Moi j'ai pas trop envie de me mettre le chantier, du coup j'achète d'occasion, voilà, sur Vinted, sur Boncoin, et c'est très bien. Des fois on sort avec des combis à moins de 100 € qui sont en parfait état, donc faut
renarder un petit peu et perso c'est ce qu'il y a de mieux. Moi je les prends assez épaisses, ça c'est du 5, j'en avais une autre en 6 aussi, donc j'étais hyper content parce que c'est hyper chaud. Par exemple pour des destinations un peu fraîches comme le Tessin ou le Burland, c'est vraiment parfait. Après pour encadrer en saison, des fois c'est un peu trop. Bon, alors sur les canyons aquatiques j'ai tendance à quand même mettre la grosse parce que j'ai pas envie d'avoir froid. Mais sur Angon ou des choses comme ça comme on peut avoir ici où c'est très peu aquatique, on touche pas vraiment l'eau. Je vous montrerai, je ferai peut-être une vidéo dédiée parce que j'ai plein de setups de combinaisons. Je mets en fait un pantalon et par-dessus je mets un kawaii étanche. Et donc ça permet d'avoir le haut étanche en lycra, voire torse nu, et le bas en néoprène. Pour commencer au niveau de la combinaison, je vous conseille vraiment une combinaison type Décathlon, pas très chère, ou alors une combi de surf d'occasion, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ensuite on va parler casque. Personnellement j'ai eu le Sirocco pendant longtemps. Là vous voyez il est cassé, il n'y a plus la capote orange dessus. Oui, très bien, c'est très agréable à porter vu que c'est léger. Et gros plus, la boucle magnétique, ça c'était vraiment très bien, ils le font plus, mais ça c'était vraiment top. Voilà. Mais bon, du coup ça s'est juste décollé et hop, il y a un trou dans la tête, donc je l'utilise plus. J'ai aussi eu pendant longtemps le Simon en light. Il est pas mal, mais les mousses ont tendance à se barrer et il est jamais droit sur la tête, il est tout le temps un peu de biole. Bon, je l'utilise plus maintenant. J'ai racheté celui-là et j'en suis content aussi du Black Day. Il est léger, il est un petit peu plus lourd quand même que le Sirocco, je crois, mais bon, ça se vaut. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'armature en plastique. Il ne faut pas qu'il y ait d'arceau en plastique parce que ça, c'est ce qui va casser pendant les sauts. Voilà, sur les casques clients, ça le fait tout le temps. Donc moi, sur mes casques, je veux pas que ça arrive. Voilà, donc pas de plastique. Vous voyez, c'est que des sangles partout. Il n'y a pas de plastique. Voilà, un petit peu, mais c'est pas les pièces qui vont casser. Ensuite, pour ce qui est des chaussures, personnellement, j'ai tendance à réutiliser des vieilles chaussures d'approche comme celle-ci. C'est pas le mieux, ce modèle-là, je parle, parce qu'ils sont très étroits, donc vous avez tendance à glisser un petit peu, donc il faut avoir le pied sûr. Mais c'est pas mal. Et bon, depuis quelques années quand même pour l'été, vu qu'il faut quand même être bien chaussé pour pouvoir être tous les jours, j'utilise le modèle Canyon de la Sportiva qui est très bien. Un peu rigide au début, mais une fois qu'elles sont faites, je les trouve vraiment très bien. Les Adidas sont très très bien aussi. Voilà, par contre, c'est sûr, ça s'use à une vitesse folle. Quand on bosse tous les jours, c'est une paire par saison. Hein. On peut pas. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Il y a aussi, on a pas mal qui utilisent des baskets 510 à 60 € à peu près. C'est une bonne alternative. Voilà, même si elle fait qu'une saison, ça fait toujours le double en termes de prix. C'est le double, hein, un modèle Canyon chez la Sportiva ou chez 510. Pour parler un petit peu des sacs, plusieurs choses. Il faut absolument que votre sac il soit flottant dans tous les cas. Donc ça se passe au niveau des mousses qu'il y a dans le dos la plupart du temps. Pour ma part, en ce moment j'utilise le Décathlon, mais le Petzl à Canadré est vraiment très bien. Voilà, pour moi un sac c'est 45 litres minimum pour pouvoir rentrer le bidon, le kit boule et les combinaisons, tout le matériel quand on va marcher sur la marche d'approche. Perso, moi je mets pas la corde à l'intérieur, j'utilise un kit boule. On va aller voir ça. Les kits boules, pareil, il faut vraiment qu'ils soient flottants, sinon c'est un coup à perdre la corde et à se mettre dans la sauce. Donc perso, j'utilise ceux-là, donc avec des cordes jusqu'à 60-80 mètres, ça flotte encore pas trop mal. Il faut quand même les surveiller s'il y a du courant, mais ça a l'avantage d'avoir le double entrée, donc pour faire les mains courantes, tout ça c'est super aussi. Ce qui est vraiment top, mais que j'utilise plus, c'est les petits kits boules de 25 mètres pour juste mettre 25 mètres de spélénium dedans pour faire juste les mains courantes. Et les petits ressos, c'est vraiment parfait hein, d'avoir ça. Pour les canyons un petit peu techniques, je vous le conseille fortement.
Avant qu'on termine, je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est ma première vidéo YouTube, alors je suis preneur si vous avez des conseils, si vous voulez voir d'autres choses. Je serais ravi de faire des vidéos sur le sujet. Voilà, c'est ce qui est prévu. Et si ça vous intéresse, je vais mettre en place, enfin c'est déjà en place, les stages sont déjà en place pour ceux qui veulent se perfectionner. Mais il y en a parfois qui n'ont pas le temps de venir sur 4 jours, sur des périodes, voilà, si c'est pas les vacances, on n'est pas en vacances, poser des jours, tout ça, ça peut être compliqué. Donc je mets en place des week-ends techniques. Il y en a dans les Pyrénées et dans les Alpes sur avril. Voilà. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Allez vous inscrire, envoyez-moi un message pour avoir des infos, il n'y a pas de souci. Et voilà, en attendant, profitez bien et à plus.